Docteur Genetti, êtes-vous pour ou contre le vin? Je suis pour le vin, mais on ne doit jamais de toute façon dépasser 3/4 de litre par jour. D'autre part, vous êtes médecin sportif, donc vous devez avoir pour les sportifs des normes encore plus sévères. Les sportifs peuvent boire du vin, même en période de grande compétition et même s'ils ont la classe internationale, mais du vin en quantité très restreinte pendant les repas seulement. D'ailleurs, aux Jeux Olympiques de Londres, les Français avaient manqué de vin et cet incident avait joué sur leur état d'esprit pendant un certain temps. Ça n'avait pas amené des contre-performances tout de même? Non, pas de contre-performance tout de même, mais des incidents psychologiques. À Tokyo, les Français emmènent leur vin. Elle est gratinée, cette petite pépite, une archive de 1964. C'est waouh. C'est une archive de l'Institut national des archives, une enquête sur la consommation de vin à Lyon, et Bernard Frangin interviewe le docteur Jean Genetti, qui est médecin sportif, sur la consommation de vin et la santé. Et selon lui, donc pour un kidam, pour nous, donc 3/4 de litre de vin par jour, c'est une quantité raisonnable. Et le régime des sportifs de haut niveau est plus strict, seulement avec un verre par repas. Waouh! Voilà, petite pépite audio soixantenaire pour introduire mon sujet du jour. Pourquoi 1/4 des Français pensent encore que le vin peut être bénéfique pour la santé. Alors pour celles et ceux qui écoutent ce podcast pour la première fois parce que vous êtes nouveau, nouvelle, ou qu'on vous a transféré cette newsletter, sachez que je m'appelle Charles Brumeau, je suis diététicien spécialiste du comportement alimentaire et que dans cette newsletter, vous avez toutes les infos pour mieux manger au quotidien. Des recettes simples et savoureuses, des conseils concrets et fiables, mais aussi des pistes de réflexion pour mieux comprendre et pourquoi pas apaiser votre rapport à l'alimentation. Si vous voulez aller plus loin, réservez un créneau avec moi, je vous ai mis le lien en description de cet épisode. Charlie's Kitchen, c'est une newsletter soutenue par ses lecteurs, ses lectrices, ses auditeurs, ses auditrices. Donc si vous souhaitez accéder à tous les bonus aux e-books téléchargeables, cliquez sur le bouton « Je rejoins le club » juste en dessous de cet audio. Merci d'ailleurs à Sarah, Claire, Lily, Céline Claret, je crois que oui, c'est toi qui fais des soins du visage à l'acupuncture, il me semble. Elsa, Ania, je crois, j'espère que je n'écoche pas votre prénom, Laurie, Isabelle et Delphine, je ne peux pas toutes vous citer, mais en toute objectivité, vous avez eu raison de rejoindre Charlie's Kitchen à ce moment de l'aventure. Alors, dans cet épisode, je vais vous expliquer d'où ça vient, cette histoire de vin rouge bon pour la santé, pourquoi ça persiste encore. Et puis, à la fin de cet épisode, je répondrai à 5 questions que vous m'avez posées en story sur Instagram. Et bien sûr, je serai disponible pour d'autres questions ce week-end en commentaire de cet épisode ou dans le chat. L'idée, c'est de vous donner des clés de compréhension, des infos fiables et que vous puissiez peut-être avoir quelques éléments de réponse quand un proche ou une proche vous dit que dans le vin rouge, ça va, c'est bon, il y a des polyphénols, donc c'est bon pour le cœur. Voilà, j'enregistre cet épisode de Nourrissant à la fin du mois de janvier et je suis bien curieux de savoir si vous avez fait le Dry January, comment vous vous sentez, si ça a été plutôt une expérience sympa, compliquée, délicate. Si vous souhaitez le poursuivre quelques jours, quelques semaines, quelques mois et plus si affinité. En tout cas, je suis toujours preneur de vos discussions qui sont toujours riches. Je vous rappelle que Substack, c'est un espace assez sain quand même par rapport aux réseaux sociaux où c'est plutôt l'entraide et la curiosité qui dominent. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions. Alors, pour bien comprendre cette histoire de vin rouge, bon pour la santé, je mets cette expression évidemment avec plein de guillemets, il faut remonter au début des années 80 et la notion de French Paradox. Alors nous sommes en 1981 et 3 scientifiques français, dont un épidémiologiste reconnu qui est spécialiste des études sur la mortalité, s'interrogent sur un constat qui semble remettre en cause le lien entre une consommation riche en graisse animale, qui était source de taux élevés de cholestérol sanguin, et la mortalité par infarctus du myocarde.
Et oui, sacrés Français, malgré leur alimentation riche en graisse animale, en foie gras, etc., les données de mortalité montraient que les Français, eh bien, ils mouraient moins par infarctus que dans d'autres pays comparables de l'OCDE. En gros, on mourait moins en France alors qu'on mangeait un peu plus gras. Et c'est vrai que cela a l'air d'un paradoxe, puisque selon la doxa de l'époque, la science à l'époque, eh bien, une consommation importante d'acides gras d'origine animale, c'est un facteur de risque de développement de la maladie coronaire. Et en effet, un taux de cholestérol élevé favorise la formation de plaques d'athérome. C'est le Diet Art Concept, je crois que ça vient d'un chercheur qui s'appelait Ansel Keys. Ok, donc là, il y a une corrélation, mais à cette date, en 1980, aucun des scientifiques ne mentionne l'alcool. Et au constat prudent des scientifiques va succéder, par glissement progressif successif, une exploitation à visée commerciale et promotionnelle par le secteur économique viticole. Et là, on va être très loin, très très loin de la rigueur des études scientifiques. 5 ans après, en 1986, on retrouve l'expression French Paradox dans La Lettre. La Lettre, c'est une publication de l'Office international de la vigne et du vin, l'OIV, une structure qui est politico-économique, qui est née en 1924, il y a à peu près 100 ans, et qui, sous des aspects un peu techniques, scientifiques, eh bien, est chargée de développer un lobbying en faveur du secteur viticole. En gros, dans cet article, l'OIV, cet organisme, il ne va pas jusqu'à prétendre que le vin est un facteur de bonne santé et de forte espérance de vie, mais s'amuse quand même à comparer la richesse en matière grasse et en vin français de la cuisine française et les modes d'alimentation liés à l'industrie agroalimentaire moderne américaine, outre-Atlantique. Et à ces différences nutritionnelles correspondrait d'un côté la relative bonne santé des Français en matière de maladies cardiovasculaires ou de cancer, et de l'autre, les mauvais résultats sur la santé publique de nos voisins américains. Donc là, à retenir, il y avait un premier article qui ne mentionnait pas du tout ni l'alcool ni le vin, et une émanation du lobby viticole. Quand je dis lobby, bien entendu, ce n'est pas un gros mot, ce sont des entreprises qui sont chargées de veiller à leurs propres intérêts, tout simplement. Eh bien, eux, ils glissent que, tiens, c'est un sacré French Paradox, qu'on mange bien et qu'on boive assez bien en France, mais qu'on meurt moins. Et puis, autre petit détail, dans l'article, c'est pas seulement l'infarctus du myocarde qui est visé, qui est pris en compte, mais les résultats globaux en matière de santé. Et de là commence à naître l'idée, l'hypothèse que le vin contribuerait à la bonne santé globale. Voilà, je vais essayer d'être un peu plus succinct pour la suite, mais en gros, à la fin des années 80, il y a un prof de théâtre de l'université de l'Arkansas qui utilise l'expression French Paradox dans un chapitre de son livre qui est consacré non pas aux études scientifiques sur le vin, mais au théâtre dans l'histoire, Theater in History. Vous regardez un petit peu cette publication sur les moteurs de recherche. Et il avance pour la première fois une explication causale. Le vin serait favorable à la santé grâce aux antioxydants contenus dans le vin, les polyphénols. Et c'est vrai que le vin contient des polyphénols et que, à côté, les polyphénols sont plutôt des composés protecteurs pour la santé. Je vais vous expliquer un peu pourquoi il y a eu un glissement. Alors, à la base, on avait un constat épidémiologique sans explication causale concernant juste la consommation de graisse animale des Français qui était plus élevée que d'autres pays. Puis un petit glissement avec cet organe du lobby viticole, l'OIV, puis une reprise dans un passage sur l'histoire du théâtre. Super intéressant. Et puis ensuite, en 91, un médecin-chercheur, Serge Renaud, qui est petit-fils d'un vigneron du Bordelais, voilà, je pose ça là, qui présente les résultats de ses découvertes scientifiques lors de l'émission d'information 60 Minutes de la chaîne de télévision américaine qui s'appelle CB News. Et il affirme que, je cite, « Les Français ont des risques statistiques de la maladie cardio 3,5 fois inférieurs aux Américains grâce à leur consommation modérée de 1 à 3 verres de vin rouge par jour qui est riche en antioxydants en dépit d'une consommation équivalente de graisse saturée. » Je ferme les guillemets. C'est intéressant parce que dans ce passage d'émission, il dit bien que ce paradoxe, enfin cette solution à cette énigme, pourrait reposer dans ce verre engageant.
il met quand même du conditionnel, mais ce qui se passe, c'est qu'à 1 heure de grande écoute, ça nous fait quand même du plus 39% de vente de vin rouge aux USA l'année suivante. Et justement, la même année, là, en 92, Serge Renaud et un autre médecin qui s'appelle Michel de Lorgeril, ils publient une étude dans The Lancet, super publication à gros impact factor, c'est-à-dire assez fiable, qui consacre cette théorie du French Paradox. Ils disent que ce paradoxe peut être attribuable en partie, ils disent bien en partie, à une forte consommation de vin. Alors quand on regarde un petit peu plus en détail, ils y vont, mais ils y vont quand même avec des pincettes. Ils précisent bien que cette éventuelle explication ne pourrait être que partielle, l'alimentation des Français ne se limitant pas au vin. Mais ils mettent tout de même en avant les bénéfices de ces composés protecteurs, les polyphénols, les mêmes composés qu'on retrouve dans un régime méditerranéen, un régime crétois. Et d'ailleurs, ces régimes, régime méditerranéen, régime crétois, eux, ils ont eu vraiment des effets positifs, notamment cardioprotecteurs, et pour le coup, largement démontrés. Et de là, ce qui va se passer, c'est énorme communication promotionnelle du lobby du vin et de tous ses organes, même si très vite, quand même, des interrogations scientifiques demeurent assez vives et dénoncent des approximations, des exagérations, voire des erreurs. Par exemple, la méthodologie. Le gros claim des promoteurs du vin, ils expliquent la bonne santé des Français uniquement grâce à un seul élément du régime. Waouh, le vin rouge! Tu peux manger n'importe quoi, mais le vin rouge, c'est de la bombe. Et du coup, on ne tient pas compte de la diversité des apports alimentaires, de la quantité, de la qualité aussi. C'est vraiment assez schématique. C'est un peu un sacré biais de raisonnement, on va dire. Et puis, en 2009, voilà, je saute quelques étapes. Je ne vais pas faire l'exégèse ultra précis, mois après mois, de cette histoire-là. On retrouve un des experts, Pierre Ducimetière, de l'article de 1981, et il revient sur les conclusions de son article de 1981, et il affirme qu'il n'est plus scientifiquement fondé de maintenir l'idée d'une exception française, et il souhaite la disparition du concept de French Paradox. Mais cette légende du vin bon pour la santé, je remets des guillemets à cette expression, pour continuer, elle s'est appuyée sur 2 arguments, hormis bien sûr tous les aspects liés à l'histoire, au récit religieux, l'histoire de France, l'attractivité économique des territoires, etc. D'une part, le lobby alcoolier, il s'appuie souvent sur des études qui démontrent, je mets démontre entre guillemets quand même, que les personnes qui ne buvaient pas du tout d'alcool, qu'ils désignent comme des abstinents, ont une moins bonne espérance de vie que ceux qui ont une consommation faible d'alcool. Qu'on comprenne bien, les abstinents, ceux qui boivent pas du tout d'alcool, auraient une moins bonne espérance de vie que ceux qui consomment modérément ou faiblement de l'alcool. Chelou. Ce qu'ils oublient de dire, c'est que quand ces études elles choisissent des abstinents, ils incluent dans la catégorie des non-buveurs des gens qui n'ont jamais bu d'alcool, soit parce qu'ils le choisissaient, soit parce qu'ils avaient des interdits, soit parce qu'ils n'avaient pas assez d'enzymes, on appelle ça un déficit enzymatique pour métaboliser l'alcool. Et ils mettent aussi des anciens buveurs qui ne peuvent plus boire parce que leur état de santé ne leur permet plus. Par exemple, ceux qui ont eu des cancers de ouf, ceux qui ont eu une cirrhose hépatique notamment. Or, il est évident que ces anciens buveurs-là, quand ils boivent de manière chronique pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils ont un état de santé très dégradé. Ils ont une espérance de vie plus faible que celles et ceux qui n'ont jamais bu. Et donc là, c'est logique que les résultats soient d'ailleurs trompeurs. Il y a une étude de 2016 qui a correctement passé en revue les études sans ce biais méthodologique-là et a conclu qu'il n'y avait pas d'effet protecteur d'une consommation modérée d'alcool pour la santé, quel que soit l'alcool mis en cause, que ce soit la bière, le vin, les alcools forts comme les spiritueux. Le deuxième argument, et pourquoi on persiste encore à penser, en tout cas pour une part, un quart de nous, que le vin, ça pourrait être bon pour la santé, c'est le resveratrol. Voilà, donc là, on vient de couvrir les bases du sujet sur ce French Paradox. Juste après, je vais un petit peu détailler qu'est-ce qu'il en reste de ce French Paradox. Pourquoi un quart des Français ont continué à croire que le vin pourrait avoir
des effets bénéfiques sur la santé, pourquoi un Français sur 10 n'est pas au courant des risques de la consommation occasionnelle d'alcool, et puis ensuite je répondrai à 5 de vos questions les plus posées sur les réseaux sociaux concernant l'alcool. Donc concrètement, est-ce que c'est pire de se faire une cuite de temps en temps que de se faire une petite consommation modérée de vin? Si on fait la comparaison entre un verre de vin rouge et une boisson sucrée, qui l'emporte entre guillemets? Et puis voilà, je vous parlerai d'un test qu'on peut faire pour évaluer son propre rapport à l'alcool. C'est un test très simple en 10 questions. Bref, si vous souhaitez accéder à ce niveau d'information, à des contenus plus approfondis et plus accompagnants, un vendredi sur 2, eh bien rejoignez la communauté d'abonnés premium en cliquant sur le bouton « Je teste une semaine » juste en dessous de cet audio.